Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler de lecture, on va faire quelques fiches de lecture, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Madame Le Libou. Bonsoir Jismi. Bonsoir Kelly. Bonsoir Koulsoum, bonsoir Jismi. Bonsoir Kelly. Alors Kelly le doyen La Pierre ce matin nous arrive donc avec deux nouvelles lectures à présenter. On l'avait reçu déjà sur Gourmande d'Isabelle Kishner et La Mecque Pouquette de Sophie Azedine. Voilà, Sophie Azedine. Et donc aujourd'hui elle revient avec... Alors, je te laisse la parole. Je vous emmène en voyage. Voilà. Je reviens avec l'œuvre d'Expédite Laop Cerno, voilà, qui s'intitule Clotilde de la servitude à la liberté, et Adèle Préau, qui s'intitule, donc son œuvre qui s'intitule Haute saison. Voilà. Alors, je vais commencer avec Madame Laop Cerno. Alors, c'est un roman que je recommande. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai appris, en fait, au niveau donc, de l'histoire de la Réunion, et plus particulièrement sur l'épisode donc, du 20 décembre 1848. Ah, oui. Exactement. Voilà. La date donc de l'abolition de l'esclavage, voilà, historiquement. Et en fait, j'ai appris que, alors le décret, il était déjà promulgué en avril, 28 avril, et après, pour des questions organisationnelles, il a été appliqué le 20 décembre 1848. Mais ce qui m'a le plus plu, en fait, dans ce roman-là, c'est que Madame Laop Cerno retrace le parcours de son arrière-grand-mère, donc Madame Clotilde Balancourt. Alors, on va juste rappeler, pour ceux qui n'ont pas encore deviné, Expédite Laop Cerno est la fille de Maxime Laop. Voilà. Donc, juste pour rappeler ça. Et la grand-mère ou l'arrière-grand-mère, c'est la grand-mère de Maxime. Voilà, exactement. En fait, le point d'ancrage, c'est, donc elle le dit très bien dans l'avant-propos, c'est elle part du constat que lors de la célébration du cinquantenaire, de l'abolition de l'esclavage à Saint-Denis, donc il y a cet événement, et puis elle se rappelle que son père en fait lui disait que il y a beaucoup de gens en fait qui parlent de l'abolition de l'esclavage, tout ça, mais ils connaissent pas la vraie histoire, voilà. L'histoire finalement de l'intime, c'est cet héritage familial, et lui, il lui a toujours dit mais moi m'y connais, parce que lui en fait il a eu l'histoire de sa grand-mère. Sa grand-mère qui lui racontait. Exactement. Et donc, on voit l'impact de l'héritage, le patrimoine, en fait, familial à l'intérieur de cette famille. Et c'est ce qui donne toute la verve à ce roman-là. C'est-à-dire que moi, j'ai été fascinée et j'ai été vraiment pris dans ce roman parce que on suit en fait le parcours de la petite Balancourt sur l'exploitation à Saint-Leu, voilà. Et on suit le avant du 20 décembre et le après du 20 décembre exactement, à travers les yeux de cette petite adolescente de 12 ans. Oui. Et moi, pour revenir sur la famille Laop, ce qui m'avait, moi, quand je l'ai lu, ce qui m'avait fasciné, c'était qu'on était revenu sur un épisode de 1998, un 20 décembre aussi, où cette famille-là, c'était moi la première fois que je les voyais défiler un 20 décembre. Et elle le retrace en fait dans l'avant-propos. Voilà. Et donc, ils avaient tous des vêtements créoles, ils étaient habillés, et puis ils sont arrivés comme ça dans le défilé. Je ne sais pas, nous on était en train d'attendre le défilé. Et elle donc, dit ça. Quand je l'ai relu, je me suis dit, je les avais déjà rencontrés à ce moment-là. Et c'est fascinant parce que, en fait, le 20 décembre, ils sont les seuls qui arrivent comme ça, à être toute la famille. Authentique. Tu vois, ce cachet d'authenticité. C'est ça, en fait, qui fait toute la différence. Et après, bien évidemment, ce qui est bien, c'est qu'elle nous
trace, voilà, donc l'organisation dans une exploitation, on a le commandeur, on a les relations entre le maître et ses esclaves. On comprend en fait que le métissage, ça n'a rien à voir avec une histoire d'amour. Voilà, ça c'est un peu... Oui, quand ils accouchent, fait quand sa maman lui demande, elle est malade, elle a la grippe, et elle lui demande d'aller assister la Nénène Guiguit ou Guéguette, ouais. Voilà, qu'elle assistait, et que le petit sort blanc. Exactement. Elle sait pas, rouge, pardon. Oui, c'est rouge. Oui. Et donc là, on comprend que Monsieur de Balancourt... là, mieux que ça, lorsqu'on parle de ce métissage forcé, il y a une chose que nous avons ratée quelque part lorsqu'on parlait des petits blancs des Hauts. Oui, tout le monde parlait de ces habitants qui venaient de la métropole, qui se retrouvaient dans la rue et qui ont monté parce que sinon ils allaient finir en prison. Pas intégrer tous les enfants nés blancs, mais d'esclaves noirs. Oui. Et la plupart de ces femmes ont abandonné leurs enfants. Parce que c'était difficile de concevoir qu'ils allaient élever un enfant blanc alors que la famille est noire. Donc ces enfants-là ont été abandonnés aussi. Et tout à l'heure, tu disais rouge, nos cafes rouges, on sait d'où ils viennent. Exactement. D'où ils viennent finalement. Exactement. Et par contre, ce qui est intéressant, donc justement, donc quand elle nous retrace l'épisode de la promulgation en fait du 20 décembre par Sarda Garriga, moi j'ai appris le périple qu'ils ont dû faire, c'est-à-dire qu'ils se sont déplacés de Saint-Leu jusqu'à Saint-Denis pour écouter le discours de Monsieur Sarda Garriga. Mais bien évidemment, eux en tant qu'esclaves, ils n'ont pas tilté, ils n'ont pas capté que voilà, on parlait de liberté. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de savoir après, en fait, qu'est-ce qu'ils vont en faire de cette liberté. Oui, parce qu'ils se disent, on a toujours été des esclaves, comment ça va se passer pour nous ? On nous parle de paye alors que tout était pris en charge, entre guillemets. Et il y a tout ça, en fait, qui est mis en place. C'est super intéressant. Ce que tu as tout à l'heure dessiné, c'était un cadre sociologique. Il y avait une société organisée. Le maître, les esclaves, tout était en place. Exactement. Et ce qui est une catastrophe pour les esclaves et pour beaucoup d'esclaves, c'est que cette société-là, elle explose avec le 20 décembre 1848. Exactement. Et ils savent pas. Enfin, ils sont perdus. Non, enfin, ils sont perdus. Il y en a même qui se disent, mais comment ça va se passer pour nous Est-ce qu'ils doivent rester sur la plantation, partir ? Exactement. Enfin, quoi faire de ce statut d'affranchi ? Et nous, avec notre recul, on se dit, attends, tu es libre, tu te rends pas compte, mais cette notion de liberté, eux, ils l'avaient pas. Non. Tu vois, c'est vraiment... Et juste une petite parenthèse. Edmond Albius découvre la fécondation artificielle de la vanille à 12 ans. Et il est affranchi. Il a 12 ans, il a personne. Qu'est-ce qu'il va faire de cette liberté ? Exactement. Et c'est vrai que c'est... Et franchement, moi, je le recommande pour qui veut avoir une version amusante, plaisante de l'histoire de la Réunion et suivre en fait ce parcours-là. Parce qu'en plus, ce qui est bien dans ce bouquin, c'est que cette petite esclave, donc quand elle participe à l'accouchement, de l'une des filles de la maîtresse, de l'une des filles qui travaille du maître, et elle se dit, mais moi, mon rêve, c'est de devenir patronne. Voilà, c'est-à-dire de devenir sage-femme. Et on se dit, mais comment en fait cette petite esclave, elle est capable de rêver? C'était pas donné ça à un esclave à ce moment-là. Et on voit que ce rêve-là va germer, va prendre du temps. Et après, et puis elle a aussi sa maman, sa mère qui le faisait déjà, et sa mère qui lui dit mieux vaut aller travailler dans la maison du maître que d'être matrone. Et oui, que d'être aussi dans les plantations. Parce que les négresses des plantations, c'était pas facile pour elle. Et on le voit par moments dans l'ouvrage. Ça, c'est parce que c'est son premier roman. Après, elle a fait exactement. Mais moi, de toute façon, j'aime l'écriture de Madame Lahope, depuis Le Grand Saut. Et puis, il y a quelque chose à voir dans notre histoire, dans l'esclavage, c'est que
même entre noirs, il fallait se battre pour avoir la meilleure place. Exactement. Donc, ça, plus tu étais clair, mieux c'était. On fréquentait pas. Enfin, c'est vraiment bien dit dans le bouquin. Et moi, j'ai approfondi mon créole aussi. Il y a 2-3 mots. Oui, voilà, proverbes des fois. Voilà, j'ai trouvé 2-3 mots. Qu'elle glisse à l'intérieur. Voilà. Moi, je ne savais pas que bandaise, c'était une grande cuvette à l'intérieur de laquelle se faisait, tu vois, le bain. Moi, je ne savais pas. L'engouti, c'est pareil. Je savais pas que c'était un pagne. Et là, j'ai fait avec mes références. Tu sais, ce bouquin, il m'a fait penser à la série. Alors, c'était une vieille série que je regardais quand j'étais petite. Ça s'appelait Racine. Ah oui, Kunta Kinte. Voilà, Kunta Kinte. Toby. Voilà, exactement. Je m'appelle Toby. Et ça, c'était une série. Ça. Ouais. Et ça, c'était magnifique. Oh, mais là, magnifique. Il lui découpait les doigts de pied un par un. Oui, mais c'était dur. Oui. Mais j'en pleurais. Je pleurais devant mais c'était, le petit écran. Voilà, le parcours d'une famille de génération en génération, justement, de l'esclavage jusqu'à, tu vois, la libération. Enfin, avec Kunta Kinte. Je crois que c'est un Anglais qui a écrit le roman. Ça s'appelait Roots. Le titre, non, Racine. Oui. Ouais, mais ça, c'est en français. Ah, d'accord. Mais c'est en anglais, oui, il s'appelait Roots. Ouais, c'est son bouquin. Il s'appelait Roots et c'est de Alex Haley. Oui, exactement. 1977. Exactement. Tous les dimanches, j'étais devant Racine. C'était devenu un rendez-vous, je crois. Oui. Et même après le décès de Kunta Kinte dans la série, les gens continuent à regarder. Voilà. Effectivement. Alors, on enchaîne sur Volcan d'émotions. Volcan d'émotions, c'est de Sandra Emma. C'est un recueil de poésie publié à l'Udir, les éditions Udir. Et donc, alors c'est très beau comment elle parle de ses sentiments, elle parle de sa rupture, elle parle de comment elle continue à aimer. Donc, les mots qu'elle met sont... Enfin, moi, j'ai adoré. Le contraste entre la sérénité de la nature et tout le tumulte qu'elle a au fond d'elle quand elle regarde un paysage et comment elle en parle. Je vous lis quelques mots parce que j'adore ça. Alors que pleuvent mes prières, les oiseaux s'improvisent conteurs et leur histoire éclaire mon regard. De rencontres en paysages insolites, l'aventure me tend ses ailes. De longues minutes, le temps s'évade, dans l'oubli, je m'envole. Un cri me saisit, ma rêverie s'évanouit. Et c'est des chutes comme ça à chaque poème. Alors, des fois, un peu de cruauté. Et cette histoire, elle raconte un peu l'histoire d'une souffrance dans la relation. Dans la relation, quand elle dit « j'ose fouler le territoire du rapace », donc dans sa relation à l'autre, les limites déjà, de... Le rapace, oui, elle le nomme comme ça. Et elle y met des illustrations. Alors moi je vois l'œil, c'est tumultueux aussi, ces illustrations. Alors à peu près, donc elle raconte en poème cette relation difficile, jusqu'à peu près au poème qui s'intitule Le Gouffre. Et à partir de là, on a comme un retournement de situation. Ça y est, à partir de Le Gouffre, on sent que voilà, se déchire le voile des ténèbres, plus ténu que je l'avais cru, métamorphose de mon cheminement, sur la route aux multiples enchantements, quelques imbroglios à dénouer, et par la porte entr'ouverte, une lumière. Et donc, à partir de là, on sent que l'espoir revient jusqu'à la fin. Donc, on sent c'est marrant parce que c'est repart. Le gouffre, et après, c'est la lumière. C'est la lumière, on aurait pu penser le contraire. Ouais. Et c'est là qu'elle est surprenante dans son écriture. Elle nous emmène dans des chemins qu'on ne se doute pas, et toujours avec ces renversements et des mots, enfin des mots fabuleux. En tout cas, je vous le conseille, et j'espère un jour la voir sur le plateau, parce que elle me l'a pas encore promis, mais bon, j'espère qu'elle se décidera à venir nous raconter. Très, très, très beau recueil de poèmes. En tout cas, moi, j'ai aimé, beaucoup aimé. Alors, je termine avec Adèle Préau, donc on change de décor, on n'est plus en 1848. Je vous emmène au camping.
Camping, un peu comme les séries, la série télévisée là, qui s'appelle Camping Paradis ou un truc comme ça. Ciao, oui, bon voilà. Là, on change de décor, on est en métropole, on est à Anglais, voilà. C'est un spot de surf, voilà. Donc au niveau de la côte basque. Alors, Haute Saison, c'est un roman qui fait du bien. C'est un roman divertissant. Voilà. L'histoire, en gros, c'est on est plongé dans cette ambiance de club, là, vous voyez, un petit peu Club Med, où on vous affuble des danses toutes les 3 heures, des trucs comme ça. Tu fais bien. Oui. Est-ce qu'on sent le vécu? Voilà, moi, j'ai... Avec Club Med, quoi. Club Med, toutes les, voilà, ce rituel qui permet voilà, de fédérer, que tu veuilles ou pas. Les croisières aussi maintenant font ça. Ah, les croisières le font, je ne sais pas, je n'ai pas encore eu ce privilège. Donc, voilà. Et donc, dans ce roman, c'est l'histoire en fait de personnes en fait, qui partent en vacances, mais dans leur bagage, ils emportent leur bagage. Alors, il y a 3 type de bagages, si j'ose dire. Tu as le papa qui s'appelle Mathias, qui est complètement submergé par le travail et qui se dit, tiens, je pars en vacances parce que c'est un moyen voilà, de faire de la garderie pour mes 2 petites filles. C'est un papa solo. Après, tu as une grand-mère voilà, qui a décidé donc, de partir en vacances avec ses petits-enfants pour la première fois. Et ensuite, tu as Fanny, qui est une mère de famille, qui se dit, tiens, on va essayer de partir tous ensemble en vacances. Donc, elle amène sa tribu et elle se dit, tiens, ce sera peut-être une tentative pour sauver la famille. Voilà. Ouais, c'est très beau. Et voilà. Donc, tout ce... Et j'ai oublié, tu as Germain, le petit animateur voilà, sportif du club qui, lui aussi, se dit, c'est encore une saison. Dans cette saison-là, est-ce que je vais arriver à trouver des réponses à mes interrogations? Voilà. Vaste programme, mais ça fait énormément de bien quand on le lit parce qu'on s'aperçoit que ces solitudes, finalement, vont mettre leur bagage en commun et vont créer un autre type de camping. D'accord. Voilà. Ah ouais, ça ressemble un peu à Ensemble. Ça ressemble un peu exactement, à ce livre-là. Exactement. Voilà. Ensemble, oui, ça fait du bien. Ça se fait du bien. Toutes les façons, Adèle Préau, c'est un peu le style. Hein, c'est un peu comme, il y a une autre autrice de cette verve, tu as Mélissa d'Acosta, par exemple. Tu vois, enfin, en ce moment, c'est... Oui, tu as Maud, alors je ne sais plus son nom de famille. Elle a écrit un roman, on en parle en ce moment, il s'appelle Respire, on parcourt des kilomètres pour trouver des réponses à ces questions. Une sorte de pèlerinage initiatique, voilà. Mais ce bouquin, il est super. Enfin, moi, ce qui m'a plu, c'est cette ambiance de camping, là. Oui, oui, très léger. Et puis après, tu as quelque chose de plus profond quand même. D'accord. Voilà. Ah bah oui. Alors, est-ce qu'on a encore du temps ou pas? Alors, est-ce qu'on a encore du temps ou pas? Né à minuit. 2 minutes. Alors, né à minuit, c'est un récit fantastique, hein, avec des loups-garous, des sorcières, enfin tout, il y a tout. C'est l'histoire. Alors, c'est pas un camping, mais c'est une colonie de vacances. Hein. Donc, on a la petite Kili, pas Kelly, mais Kili. J'aurais pu alors. Qui part en colonie de vacances dans un centre spécialisé. On ne lui dit pas parce qu'elle voit des gens. Alors, elle voit un gars en treillis tout le temps. Sa mère lui dit rien. Sa psychologue lui dit, bon, on va la mettre en colonie de vacances. Et dans cette colonie, elle voit qu'elle rencontre énormément de gens qui ont des pouvoirs et des choses comme elle, qui arrivent à se transformer, à se métamorphoser en loup-garou. En fait, voilà, donc ça débute comme ça. Et puis, tout d'un coup, elle s'aperçoit qu'ils sont tous nés à minuit. D'où le titre « Nés à minuit ». Donc, mais c'est voilà, c'est un peu gros à lire, mais voilà, c'est pour une première lecture du fantastique, c'est bien. Ça présente exactement tous les ingrédients, tous les topos littéraires des fantastiques. Et on y a. Bon, voilà. Donc, moi, j'ai bien aimé cette jeune fille qui va se découvrir, va chercher qui elle est. Est-ce qu'elle est une fée? Est-ce qu'elle est un loup-garou? Est-ce qu'elle est une sorcière? C'est un peu dans la même verbe il y a une série comme ça qui est sortie, qui a fait un super succès, là. Twilight. Ouais. C'est un peu comme Twilight, sauf que là, il y a des amours qui se font, mais c'est pas des amours aussi intenses que des amours, autre chose. Et puis voilà, il y a les guérisseuses, il y a énormément. Voilà, j'ai essayé d'être rapide.
En tout cas, il y a une chose que vous devez voir, que ce soit ce qu'a dit Kelly ou Kulsum, quand on place l'individu dans un environnement, posez-vous toujours la question à quoi ressemble cet environnement, à quoi ressemble la personne, et c'est jamais compliqué, mais en tout cas, c'est pas simple non plus. Non. C'est la complexité humaine. J'allais dire, c'est exactement, c'est à l'image de ce que nous sommes, nous. Parfois, on a besoin de compliquer la situation pour se sentir bien, et parfois, on arrive à comprendre que la simplicité est quand même plus intéressant. Donc, chacun doit trouver sa place, et parfois le chemin est complexe. Merci, Kelly Lapierre. Merci à vous. Lapierre, merci à Kulsum. Non, Kulsum, on la revoit juste tout à l'heure, en fait, puisque on va marquer une pause. On se retrouve juste après.